Vous l'avez dit, les entreprises ne font pas tout, le comportement des usagers c'est important, mais quand même, les entreprises c'est important puisque c'est elles qui vont mettre en œuvre la totalité des postes à réhabiliter. Il va falloir pour ça faire des travaux coordonnés. Et une des réponses à tout ça, ça peut être de se grouper, avoir un groupement d'entreprises pour traiter plusieurs postes. Donc je vous passe la parole, Christophe Julien, du groupement EFI-RENO, pour nous présenter votre groupement. Et vous êtes accompagné donc de votre assureur qui a assuré un groupement d'entreprises. Bonjour, Christophe Julien. Voilà. Christophe Julien, je suis le dirigeant d'une société de plâtrerie peinture basée à Roanne, qui comprend 45 salariés. Donc c'est notre métier de base et je suis donc impliqué dans tout ce qui est bâti, l'enveloppe du bâti. J'ai repris cette entreprise qui est historique sur le secteur de Roanne depuis 2008, début de la crise qui aujourd'hui a rattrapé le bâtiment. Et les comportements au niveau des chantiers ont beaucoup évolué sur les 5 dernières années. Je ne l'ai pas créé, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Aujourd'hui, la transversalité des entreprises qui interviennent sur la construction neuve ou la réhabilitation est primordiale. Or, c'est une dérive qu'on peut constater aujourd'hui sur tous les chantiers. Chacun va à son propre lot, à sa propre occupation, pour des questions économiques, pour des questions effectivement de réduction de coûts à chaque entreprise. Donc, je reviens sur EFI-RENO. EFI-RENO, c'est quoi et c'est pourquoi EFI-RENO? EFI-RENO, c'est tout simplement une extrapolation je l'ai appelé philosophie, mais la Fédération française du bâtiment, dont la société PCC, dont je dirige, est adhérente, a lancé tout un processus de qualification sur la performance énergétique, la gestion de la construction avec l'objectif d'améliorer cette performance. Ce label est appelé les pros de la performance. Aujourd'hui, il est reconnu comme Grenelle de l'environnement. On reviendra tout à l'heure pour le mettre en avant. Il y avait donc toute cette philosophie qu'on a inculquée à notre entreprise, dans ses pratiques, dans son appréhension du chantier. Lors de ces formations, on a fait la connaissance d'un certain nombre d'autres acteurs du bâtiment, du second œuvre, du gros œuvre. Donc, on s'en est rapproché. Tous les adhérents aujourd'hui du groupement EFI-Énergie sont pros de la performance, donc partagent cette même vision. Les nouveaux impératifs réglementaires, la RT 2012, qui est aujourd'hui pour tout type de bâtiment, qui l'était depuis 2011 sur le tertiaire, le collectif, l'est également pour la maison individuelle aujourd'hui. Donc ce sont que les bonnes pratiques qui peuvent aujourd'hui promettre un résultat performant au niveau de la construction. Le constat malheureux, oui, c'est ce que j'ai dit en préambule, c'est-à-dire que les obligations économiques d'exécution sur le chantier ne donnent pas le niveau de performance escompté au départ, et je peux en parler très librement, puisque aujourd'hui je suis à traiter une enveloppe dans le bâtiment. Si mon électricien, ou si l'électricien en l'occurrence, sans viser les électriciens qui sont dans la salle du tout, mais doit traverser cette membrane, il est aujourd'hui fort probable qu'il la traverse sans prendre plus de préoccupation que ça, et il nuit donc, s'il n'est pas converti à cette même philosophie de la performance globale, il nuit de toute façon au résultat du bâti. Et dernier point qui a fait que EFI-RENO aujourd'hui a été mis en place, les 5 membres du groupement EFI-RENO aujourd'hui sont des personnes qui ont misé sur l'avenir. Julien tout à l'heure a parlé de la rénovation, c'est le marché de demain. Je pense que tous les acteurs du bâtiment en sont conscients. La difficulté, c'est de le mettre en route dès à présent. Mais c'est sans conteste le marché de la construction de demain. Donc, tout autant de points qui nous ont motivés autant que nous étions à mettre en pratique
nos espérances, nos philosophies. Après, c'est une question d'opportunité et de rencontre. Hein. On n'est pas plus intelligent que les autres. Et lors d'une réunion à la Fédération du bâtiment autour des pros de la performance, il nous a été donné de rencontrer 2 personnes qui ont fait l'étincelle, le catalyseur. C'est le cluster. Michael de Chalandard va vous le présenter tout à l'heure, qui aujourd'hui anime un certain groupe et un mouvement autour de la performance énergétique et en particulier autour du bâtiment. Et on a parlé tout à l'heure de Olivier Sidler, qui est un thermicien qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, dans la réhabilitation et dans la construction performante. Donc, on a rencontré ces gens-là autour d'une table et il avait été fait état d'un appel à candidature pour un projet innovant, entre autres un groupement. Nous avons, avec d'autres collègues du bassin rouennais, mandatés à participer à cet appel à projet. On a proposé l'idée d'un groupement de seconde œuvre et les gens qui le constituent aujourd'hui ont tout de suite adhéré dans l'idée et se sont engagés à fond. Donc c'est une rencontre des entrepreneurs qui sont motivés, qui sont tous sur certains corps d'État. Alors je vais les citer. Il y a 2 plâtriers peintres, isolation, qui sont les plus gros acteurs de la rénovation quand même, parce que quand on intervient sur l'enveloppe, il y a beaucoup de travaux induits sur les finitions. Un électricien du bassin rouennais, DNE, un couvreur plombier, Raquin-Duchon, et un menuisier, entreprise Gardette, menuiserie intérieure et menuiserie extérieure. Donc ce sont 5 acteurs du second œuvre qui se sont réunis. C'est le groupement EFI-Réno. Ce sont tous des sociétés historiques. Les collaborateurs de nos 5 entreprises se connaissent, les conducteurs de travaux se connaissent sur les chantiers, ont l'habitude de pratiquer ensemble les rénovations, les constructions, et ce qui facilitait grandement, et on s'était rapprochés non seulement au niveau des entrepreneurs et des dirigeants, mais également au niveau des structures chantiers. Après, les bonnes idées ont des fois des longs chemins de parcours. Après, il a fallu construire notre offre. Le tout, c'était qu'on avait l'idée. Après, il a fallu effectivement qu'on réunisse les différents éléments que constitue l'offre commerciale, à savoir une offre globale de performance énergétique. Il a fallu trouver un assureur. Ça a été le plus long des chemins. Mon intervenant de gauche pourra en témoigner, puisque notre première rencontre a été en septembre-novembre 2011, et le groupement a vu sa constitution effective, tout outil mis en œuvre en novembre 2012, avec de longs palabres avec l'assureur, pour savoir qui était responsable de quoi, qui concevait quoi. Mais je vais laisser revenir Cyril là-dessus. Les banques, aujourd'hui on a parlé beaucoup d'argent, je vais vous la faire courte. Comment motiver un monsieur propriétaire de 65 ans d'une maison individuelle qui a un problème? C'est le surcoût de 1 000 € par an qu'il paye en énergie, tout simplement, comme Yann l'a dit tout à l'heure, en lui proposant d'en dépenser 30 000. Donc il faut faire quand même preuve d'innovation commerciale pour le convertir à notre idée. Sachant que nous savons que nous avons raison. Nous sommes tous entrepreneurs du bâtiment, c'est bien connu. Donc le marketing a été important. On savait, que le marché était là, disponible. Le nombre de maisons à rénover d'avant les années 70 sont énormes. Maintenant, effectivement, c'est comment adresser notre marché. Donc, EFI-Réno, c'est 5 entreprises, seconde œuvre. Il n'y a pas de bureau d'études dedans. Il n'y a pas de grosses œuvres. Pourquoi? Simple. Parce que ce sont nos donneurs d'ordre dans nos entreprises du bassin rouennais régulièrement. Donc, le maçon est notre client régulier. Donc, on ne pouvait pas se marier avec l'un ou l'autre. Les bureaux d'études et les architectes et les bureaux de maîtrise d'œuvre
également, on ne pouvait pas s'associer à l'un ou à l'autre de nos donneurs d'ordre réguliers pour nos entreprises. Donc c'est aujourd'hui une organisation qui propose une offre globale de performance et d'amélioration sur la performance énergétique au travers confort, embellissement. On s'engage dans le cadre de ce contrat à améliorer l'étiquette. On parlait de conventionnel, donc aujourd'hui dans notre contrat d'assurance, nous avons un audit préalable, nous avons une préconisation de travaux qui peut intégrer de l'isolation, de l'électricité, des travaux induits. Nous avons un diagnostic de performance énergétique en fin de travaux pour valider que nous avons respecté le contrat qui était soit, on a défini avec le client avant, donc soit la montée à une étiquette de niveau C, de niveau B ou de niveau A. C'est ce que nous vendons et c'est ce que nous contractons au travers de notre offre globale. Nous sommes assurés pour ça, donc c'est l'erreur thermique. Nous sommes également assurés RC décennal pour la conception. Et ça a été la grande partie de dialogue avec l'assureur. Et aujourd'hui, nous amenons également dans le panier de la mariée une dommage ouvrage que nous portons. Dernier point, nous avons aujourd'hui dans nos entreprises mis en place, je dirais par mutualisation, tout un système d'aide au montage financier. Nous ne sommes pas banquiers, par contre aujourd'hui, nous avons la connaissance de d'un grand nombre de mesures qui sont mises en place, que ce soit les certificats d'économie d'énergie, les éco-PTZ, les différentes subventions locales, régionales, communales. Aujourd'hui, il y a pléthore d'aides qui sont amenées par les pouvoirs publics. Nous avons fait aussi un appel à candidature, c'était pas ça, mais on a réuni toutes nos banques pour leur proposer notre projet et pour trouver un banquier qui était capable de nous accompagner. Alors ça tombe bien parce que c'est de la même banque que l'intervenant qui est avec moi aujourd'hui, donc c'est la Banque Populaire du Massif Central. Pour les mettre en avant, c'est des gens qui ont recruté un architecte dans leur effectif pour valider que les dossiers qui leur étaient présentés étaient éligibles à l'éco-PTZ. Donc aujourd'hui, il est effectivement très facile d'avoir la réponse très vite pour savoir si les subventions ou l'éco-PTZ 20, 30 000 euros jusqu'à 30 000 euros peut être alloué au projet que nous avons. Voilà. J'ai déjà tout dit. Eh bien, c'est parfait. Vous avez gagné du temps sur le retard qu'on avait pris au début. Merci. Quelque chose à rajouter sur un premier retour d'expérience, peut-être? Est-ce que, du coup, qu'est-ce que ça dit sur le marché? Alors, le marché aujourd'hui, il est compliqué de par la situation économique. Je parlais tout à l'heure sous la forme d'anecdote comment convaincre un prospect de pas dépenser 1 000 euros en dépensant 30 000. Aujourd'hui, au niveau des institutions, ça bouge de plus en plus et de mieux en mieux dans le même sens. Je pense à vous, agence locale d'énergie, parce qu'il y a quelque temps encore, quand on voulait faire bien notre travail sur la performance et la réhabilitation d'un bâtiment, les agences locales d'énergie ne donnaient jamais de nom ou jamais d'entreprise qui répondait à tous ces critères. Et le particulier qui venait vous voir repartait avec des bonnes idées. Je vais charger les plombiers cette fois-ci. Arrivait vers leur plombier et leur plombier disait mais non, vous avez froid, faut mettre une grosse chaudière. Voilà. Donc ça ne correspondait pas à ce que nous avions envie de faire et de partager, et ça ne correspondait pas à ce que vous disiez. Aujourd'hui, ça va de plus en plus puisque vous reconnaissez des groupements qualitatifs
sans prétention, mais au moins qui savent ce qu'ils veulent mettre en œuvre et le font. Donc aujourd'hui, les particuliers sont mieux aiguillés et seul, je dirais, le frein financier aujourd'hui, pour nous, fait encore état. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions pour Monsieur Julien avant qu'on passe la parole à Jepka pour parler un petit peu de garantie erreur thermique et... Au-delà de l'aspect qualitatif dont je ne doute pas, vous avez fait un groupement d'entreprises qui ressemble à une mini-entreprise générale. Sur le plan prix et positionnement du prix, quand un groupement se fait une offre, est-ce qu'en face de lui, il n'a pas de nouveau des entreprises qui sont moins chères, en lot séparé, entre guillemets, puisque d'un seul coup, vous avez en face de vous des entreprises qui peuvent répondre indépendamment qu'un groupement. Est-ce que ce n'est pas aussi une des difficultés que vous rencontrez ? Alors, le prix est la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, non pas au titre du groupement, mais au titre de nos entreprises. Je parle de la mienne PCC, nous sommes pros de la performance, on a envie de bien faire le job, de prendre le temps pour faire, on parle de membrane d'étanchéité à l'air, pour faire le bon job. J'ai le même problème juste avec PCC par rapport à un auto-entrepreneur qui va acheter son matériel chez Brico Dépôt, met de la laine de verre en prétendant qu'il fait de l'isolation au même titre que moi. Moi, sur PCC, j'ai fait un calcul, j'ai voulu aller vers de la performance. Voilà, c'est ce que je vais vendre. Et j'ai le différentiel prix dès ma société. Aujourd'hui, dans le groupement EFI-Réno, on met rien en plus. On veut juste vendre au prix normal de nos sociétés. C'est le challenge qu'on a fait. Donc on mutualise les dépenses qu'on pourrait avoir au sein d'EFI-Réno, mais le but étant aujourd'hui, moi j'ai ma problématique au sein de mon entreprise, de remonter le niveau de mon prix à son juste prix. Je ne sais pas si je suis clair, mais aujourd'hui je suis tassé par le marché. Je parlais tout à l'heure des coûts de non-qualité que je peux récupérer sur un chantier du fait de mauvaises interconnexions entre intervenants, une membrane percée, un test d'étanchéité, négatif à la fin. Généralement, je suis le plus puni parce que j'ai fini les peintures et qu'il faut trouver la fuite et qu'il faut que je défasse mon placo, que je refasse les peintures. Donc, je suis le plus puni. Je finance EFI-Réno aujourd'hui par la recherche de non-qualité. De zéro non-qualité, voilà. Donc, mon problème, il n'est pas le prix, le surprix, le surcoût que je rencontre avec EFI-Réno, que nous rencontrons avec EFI-Réno, mais que je rencontre et que nous rencontrons au titre de nos entreprises. Oui, bonsoir. Je vous entends parler beaucoup de tout ce qui est enveloppe du bâtiment. Alors certes, on dira simplement qu'on met jamais un moteur de Ferrari dans une caisse de 2 chevaux, on n'avancera pas plus vite. Mais qu'en est-il après de la source d'énergie qui quand même doit constituer le petit appoint après une rénovation de ce type enfin au niveau du chauffage par exemple, ou alors de l'eau chaude sanitaire tout simplement. Est-ce que vous êtes également associé avec un chauffagiste? J'ai pas très bien entendu peut-être. La réponse est oui. Dans le groupement, il y a un plombier chauffagiste, Raquin-Duchon, la société Raquin-Duchon. D'accord. Donc quand on intervient, en fait, on intervient globalement. Il est généralement un des éléments moteurs de la prospection, dans le sens où lui, il est appelé pour une chaudière, pour une défaillance de chaudière, et quand il constate, et c'est la démarche que les pros de la performance ont, quand il constate qu'il y a d'abord un défaut d'enveloppe, de menuiserie, d'isolation générale, avant même de préconiser une chaudière qui pourrait correspondre à l'état existant ou à l'état initial du bâtiment, il intervient d'abord en tant que représentant d'EFI-Réno en disant la bonne pratique, c'est... Voilà. Et là, on va hiérarchiser les interventions.
D'accord. À son niveau, quels sont les produits plébiscités pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, par exemple, sur la majorité de vos chantiers? Alors, je vais reprendre juste chaque cas est particulier, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de finance aussi, j'interviens un petit peu transversalement, mais on n'est pas là non plus pour vendre la dernière unité de production d'eau chaude sanitaire ou d'eau chaude ou de chauffage. Je prends un cas que nous avons aujourd'hui. On va minimiser et essayer de faire en sorte que le retour sur l'investissement soit le plus court ou le plus pertinent possible. On a un cas actuel où il suffirait aujourd'hui de changer une chaudière à gaz par une chaudière à condensation. La chaudière date des années 80, elle est fatiguée. Et aujourd'hui, le monsieur nous dit, mais moi je voudrais faire plus pour la planète. Il a une sensibilité écologique et nous demande effectivement d'intégrer beaucoup plus d'énergie renouvelable. Voilà. On constate que le retour sur investissement dans ce cadre-là est moins bon. Par contre, on va répondre à sa demande personnelle. Il n'a pas pris sa décision entre les deux parce que le surcoût est significatif. Donc, chaque cas, sa réponse avec le prospect. Et encore une fois, je suis pas plombier, donc je peux pas dire quel est le meilleur moyen. D'accord, je vous remercie. Okay. Non, désolé, il y avait juste une dernière question dans le fond là-bas, et puis après on va enchaîner pour pas perdre trop de temps. Monsieur, oui. Merci. EFI-Reno, c'est une offre globale uniquement destinée au secteur du particulier, ou ça peut aussi s'adresser à, par exemple, à l'offre du marché public? Alors, toutes nos entreprises travaillent avec les donneurs d'ordre public sur des ensembles collectifs tertiaires ou particuliers. EFI-Reno, quand on parle de EFI-Reno de maisons individuelles, c'est parce que ça a été déjà tellement compliqué à faire valider notre compétence de conception auprès de l'assureur sur la maison privée, que officiellement dans notre projection, on dit c'est le propriétaire de maison individuelle. Maintenant, on travaille de plus en plus en rapprochement aujourd'hui avec des bureaux d'études ou des bureaux de préconisation qui sont contents aussi d'avoir un contractant général, puisque comme on disait, nous avons dû nous revêtir de la stature de contractant général pour porter le projet. Donc aujourd'hui, on est capable de faire et du collectif et du marché public, bien que le marché public ne soit pas aujourd'hui prêt à faciliter la vie des groupements d'entreprises permanents. Ok, merci. Donc Cyril Delaye, assureur du groupement EFI-Reno. On a parlé de vous plusieurs fois, ça a l'air compliqué d'assurer un groupement. Vous entendez ça un peu? Et par ailleurs, il y a un autre point qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui on parle de rénovation thermique performante. Vous vous positionnez en apportant une garantie sur l'erreur thermique. On a vu avec Villeurbanne Habitat qu'il pouvait y avoir des écarts entre les calculs et les résultats. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail d'assureur dans le groupement et puis plus particulièrement de cette position par rapport à la garantie d'erreur thermique. Donc Cyril Delaye, je suis associé du cabinet GEPCA, qui est un cabinet de courtage lyonnais. Je vais simplement faire une petite explication sur les différents réseaux de l'assurance. Donc vous avez les assureurs, les réseaux de distribution, donc vous avez les réseaux directs, qui sont par exemple Massif, MAF, les agents qui sont mandatés par les compagnies d'assurance, type AXA, Allianz, et puis vous avez les courtiers qui sont mandatés par les clients. Et donc on représente les clients auprès des compagnies. Tout simplement pour vous dire qu'on a un panel relativement large du marché de l'assurance. Donc je vais commencer par... je vais prendre un exemple concret, je vais m'appuyer sur l'exemple d'EFI-Reno. Donc EFI-Reno a une offre globale de rénovation énergétique de bâtiments. Donc c'est un contractant général qui a un marché de louage d'ouvrage de conception, de coordination, de réalisation avec une garantie de performance énergétique. Donc comme Christophe vous l'a dit, sa demande c'est d'avoir une garantie de responsabilité civile, décennale, et également d'avoir une garantie de performance énergétique.
Donc, pour répondre à ce cahier des charges, donc on a consulté la plupart des assureurs français. À sa demande de couverture, comme vous avez pu le comprendre, on a eu une réponse. Donc la réponse était donc je vais le citer, c'est Sagebat avec le réseau, Sagebat étant le réseau de courtage, et derrière elle est porté par la SMA BTP. Et donc pour répondre à sa demande, on a pu avoir donc une garantie de responsabilité civile décennale, d'erreur thermique et également de tout risque chantier de dommages ouvrages. Donc, quels étaient les préalables de l'assureur? Donc, en fait, les principales demandes étaient de savoir comment était-il structuré, les éléments sont-ils cohérents entre eux, qui conçoit, qui réalise, qui coordonne, quel est le niveau de compétence et de formation de chacun, et quelles sont les conditions de fiabilité de l'entreprise. Donc, à la question jusqu'où et dans quelles conditions l'assureur peut-il suivre les entreprises? Donc ce qu'attend l'assureur, c'est ce qu'attend à mon avis la même chose que le maître d'ouvrage. Il attend une approche professionnelle et globale de la problématique. Donc le marché de la rénovation énergétique, je vois comme ça, se différencie d'un marché global. Le marché de la rénovation énergétique se différencie d'un marché classique de louage d'ouvrages de construction par le fait qu'il associe généralement plusieurs corps de métiers techniques, concepteurs, coordinateurs, réalisateurs, pour obtenir un résultat. Donc nous avons donc le paradoxe suivant, qui est que le meilleur moyen pour y parvenir est une structure ou un groupement pérenne d'entreprises, et que la culture des assureurs n'est pas tournée vers le groupement ou le contractant général qui génère des responsabilités solidaires. Donc, en conséquence, il s'agit d'une approche intellectuelle nouvelle. Donc, je pense tant pour les réalisateurs, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que des entreprises ou des contractants généraux, il existe des grosses entreprises, des majors, mais par contre au niveau régional, je pense que le marché n'est pas encore organisé. Et l'assureur a la même question, il observe. Mais en tous les cas, à mon sens, c'est l'approche satisfaisante pour pouvoir atteindre ces objectifs. Après, sur les garanties, donc je vais parler uniquement des garanties d'erreur thermique. Donc c'est des garanties qui sont tout simplement, la garantie c'est que si l'objectif n'est pas atteint, on verse au maître d'ouvrage une indemnité pour qu'il puisse réaliser les travaux complémentaires. Ou alors, on verse au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à la surconsommation d'énergie primaire. Donc ça, ce sont les garanties, mais par contre, ce qui est important et ce qui peut prêter à discussion, c'est sur quels critères se base-t-on. Donc si on est sur un critère d'étiquette énergétique, d'étiquette conventionnelle, je pense qu'on a un critère objectif. Si on a d'autres critères, dans ce cas-là, au moment d'un sinistre, on se retrouvera, est-ce que c'est dû à une malfaçon dans la conception et la réalisation, ou est-ce que c'est l'utilisation du logement? Donc voilà ce que je peux vous dire un peu sur le dossier de l'assurance. Merci, j'imagine que ça suscite peut-être des réactions dans la salle, pour ceux qui découvriraient ce produit. Alors, toujours les deux mêmes, ou il y en a d'autres? Je travaille déjà avec BAO Promodule. Si vous vous basez seulement sur la méthode conventionnelle, il y aura forcément des erreurs. Parce qu'entre le réel consommé par le client aujourd'hui et ce que sort Promodule en conventionnel, il y a quand même de sacrés écarts. Donc, je parlais sur l'étiquette, ouais, comme sur la partie consommation.
Mais dans ce cas-là, s'il y a des erreurs, comme on l'a vu, s'il y a des erreurs, mais comme vous avez pu le comprendre, c'est-à-dire que il y a une analyse, un vrai bilan, il y a un pré-bilan, une étiquette et un bilan en sortie. Et un bilan en sortie. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez d'un logement étiquette G, on vous garantit que vous allez arriver en étiquette B. On ne vous garantit pas que vous allez consommer 50 kWh par mètre carré par an. Qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire que EFI Reno, on va prendre cet exemple, dit voilà, moi je vous garantis d'arriver à l'étiquette C, on se retrouve à D, on va payer les travaux complémentaires. D'accord. Ou la surconsommation de l'énergie primaire. Mais en partant de la réelle étiquette du logement, avec une pré-étude avant travaux. Oui. D'accord. Parce que c'est purement en mode conventionnel, enfin moi j'ai Promodul, je travaille avec, si on se base que sur le conventionnel avec les éléments qu'on peut prendre chez le client au niveau de sa consommation et de ses habitudes, mais en restant purement conventionnel, on a des dépenses qui sont des fois 2 à 3 fois ce que le client dépense réellement toutes les années, quoi. C'est effectivement, le critère est à bien déterminer en amont. Voilà, ça correspondrait, je dirais, à offrir à cette personne de 65 ans, va pouvoir rénover son logement et offrir à ses petits-enfants, lorsqu'elle laissera son logement, un logement avec une étiquette A. Ça, c'est sûr, il aura l'étiquette A. Et avec le livret d'utilisation. Voilà, avec son livret d'utilisation. Ah bah oui. Et vous, cette garantie que vous proposez sur le surcoût des consommations, du coup, vous la basez sur quelle durée? Sur la durée, on l'aura. Sur la durée sera celle que l'on aura vue en sortie de chantier. C'est-à-dire que on va dire, c'est-à-dire que si vous voulez, il n'y a pas de durée. Je veux dire, on va la mettre en cause. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on va dire, bah tiens, j'avais une garantie, j'avais une étiquette où je devais être à l'étiquette D. On a validé que j'étais à la B et je me retrouve à la C. Et dans ce cas, 3 ans après, on mettra en cause la garantie d'erreur thermique. Pardon ? Et les travaux seront réalisés. Oui, tout à fait. Là, on est sur l'étiquette. Donc c'est l'étiquette. Donc soit on vient voir le maître d'ouvrage, je dis bon ben voilà, vous avez une surconsommation d'énergie primaire de combien? Dans ce cas-là, on paye la surconsommation, soit on lui paye les travaux complémentaires. Très bien. Donc on a réussi à rattraper, malgré ces riches échanges, le retard pris au départ. Donc on va poursuivre. Et donc Michael de Chalandard du cluster Énergie Rhône-Alpes va nous expliquer un petit peu la mission d'accompagnement qui existe pour aider les entreprises qui seraient intéressées pour elles aussi se monter en groupement. Merci. Bonjour à tous. J'ai un temps assez court, alors du coup je vais essayer d'être efficace pour vous faire comprendre ce que nous on peut apporter justement à des entreprises au sens large, architectes, bureaux d'études, économistes et entreprises du bâtiment diverses et variées, justement pour se regrouper. Donc vous avez eu là un cas pratique, alors c'est idéal pour moi d'intervenir maintenant parce que là vous avez bien compris ce que c'est qu'un groupement, ses objectifs, son offre globale. Donc voilà, nous en fait en tant que cluster, alors rapidement on est un réseau d'entreprises en région Rhône-Alpes, dans le domaine de l'éco-bâtiment. On est missionné par la région pour aider les entreprises à se développer. Et on a donc lancé une action qui vise à accompagner concrètement la création de groupements permanents. Alors je fais tout de suite la différence avec les groupements momentanés d'entreprises, qui eux agissent historiquement sur un chantier, c'est un one-shot, il y a une convention conjointe ou solidaire. Nous, on accompagne la création de groupements permanents qui justement vont travailler ensemble. Ce sont des entreprises, une fois de plus au sens large, qui vont travailler ensemble dans la durée. Et donc, dans le meilleur des cas, comme le cas d'EFI Reno, avoir créé, du moins ensemble, un véhicule juridique qui va formaliser tout ça. Voilà. Donc en fait, on a lancé une expertise de 5 journées qui permet d'accompagner la création de groupements. Donc EFI Reno y a répondu. On a actuellement accompagné 12 groupements en Rhône-Alpes.
des groupements très divers et variés, sur différents marchés, que ce soit le neuf, la rénovation, les marchés publics ou les marchés privés, des groupements très divers et variés, comme je l'ai dit, donc à la fois des groupements de maîtrise d'œuvre, l'architecte, le bureau d'études, l'économiste, qui ensemble vont créer un groupement de conception, donc à destination de n'importe quel type de marché. Je citerai un cas où il y a un GIE qui s'est créé, un autre ce fut une SARL, une SAS. C'est ce type de structure qu'on peut voir apparaître dans ce cadre-là. On a également accompagné la création de groupements de mise en œuvre. Alors là, l'exemple typique et exemplaire, c'est le groupement FIRENO. Là, c'est un GIE, mais on a aussi eu le cas de coopératives ou d'associations. Et puis, on a des groupements où il y a vraiment l'offre globale, l'architecte, le BE, l'économiste et les entreprises qui ensemble, et là je vais prendre un exemple, c'est le groupement Lilo 2 qui est à Voiron, ensemble portent une offre globale dans le neuf ou dans la rénovation. Donc voilà, pour concrètement vous expliquer ce que ça peut donner. Le groupement Lilo 2 qui est à Voiron propose à des maîtres d'ouvrage publics et privés d'ailleurs la construction de bâtiments modulaires à ossature-bois. Voilà. Donc ils intègrent, c'est une association. Alors ça c'est aussi un modèle, donc j'aurai pas le temps de m'étendre là-dessus. Il y a différents modèles justement, et nous, notre expertise d'accompagnement, donc les 5 journées sont adaptées pour aider les chefs d'entreprise à travailler, j'ai envie de dire, à se coordonner d'abord sur les questions d'organisation. J'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, parce que le problème principal d'un groupement, c'est pas de trouver le bon véhicule juridique. Ça, c'est ce qui arrive à la fin. Je suis pas trop mes slides, mais c'est pas grave. Le problème principal d'un groupement, c'est comment on se coordonne ensemble, comment on s'organise, comment on crée des règles de fonctionnement. Voilà. Parce qu'on a une vision peut-être différente, on a du pouvoir à partager, on a finalement aussi un partage des tâches, un partage des gains, et tout ça, ça se prévoit, ça s'organise. Donc c'est pas une fois que le groupement est existant, avec une structure juridique justement, qu'il faut se pencher sur cette question-là. C'est en amont. Donc c'est une fois de plus que nous on apporte durant ces 5 journées d'accompagnement. C'est également travailler donc sur la relation des chefs d'entreprise. Dans un second temps, on va travailler sur cette question du véhicule juridique, sur l'assurance. Et puis, de manière globale, évidemment, comme pour toute entreprise, il y a un accompagnement sur la stratégie du groupement, le domaine commercial, le marketing et la communication. Car évidemment, une fois qu'un groupement est créé, formalisé, il faut évidemment en faire sa promo. Donc ça peut être par l'intermédiaire d'un site web, et FIRENO en a un d'ailleurs. Il faut avoir un logo, il faut avoir des plaquettes, enfin tout pour se faire connaître. Et c'est également indispensable. Je vais essayer d'en prendre un peu mon cours. Bon, ça, je vais passer parce que c'est vrai que je pensais avoir plus de temps, mais du coup, voilà, c'était un schéma. Alors, de loin, vous voyez peut-être pas, mais rapidement, c'est pour différencier les 3 cas de figure entre le moment où il n'y a pas de groupement, donc c'est à gauche. Donc, finalement, le maître d'ouvrage a un lien contractuel avec chacun des artisans, des entreprises, voire le bureau d'études de l'architecte. C'est ce qui se passe depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, dans le bâtiment. Au centre, vous avez le groupement momentané, donc c'est ce qui se passe sur un chantier. Puis après, finalement, ce qui est dommage dans ce cadre-là, c'est que les entreprises qui ont commencé à se coordonner et qui ont une convention de partenariat entre elles, conjointe ou solidaire, finalement, peuvent, sur d'autres chantiers, ne pas travailler avec les mêmes acteurs et ne pas bénéficier finalement de toute cette réflexion qui a eu lieu en amont du chantier, cette coordination qui a eu lieu sur le chantier, au bénéfice du maître d'ouvrage de ce chantier-là, et s'oublier. Et on en vient au 3e cas, c'est le cas des groupements permanents, où là, on va trouver des bons partenaires, des partenaires fidèles, si je peux m'exprimer ainsi, en qui on a surtout confiance, et avec qui on a instauré tout un système de règles de fonctionnement. Et là, je ne parle pas forcément que des chefs d'entreprise, c'est évidemment sur le chantier les salariés qui ont pris l'habitude de travailler ensemble pour respecter le travail des uns et des autres. Et finalement, là, on en revient aux 3 intérêts du groupement. Il y a un intérêt principal pour les chefs d'entreprise, enfin du moins pour les entreprises, c'est l'aspect business. C'est que le groupement permet, et surtout en ce moment, dans cette période économique absolument instable, et pas que dans le domaine du bâtiment, mais finalement, ça permet aux chefs d'entreprise d'accéder par l'intermédiaire du groupement à des marchés auxquels ils n'auraient pas pu accéder seuls. On a vu le cas des FIRENO, c'est vraiment un exemple typique. Et du point de vue du maître d'ouvrage, il y a 2 grands intérêts. C'est la qualité, ça a été expliqué, et la maîtrise des coûts. Voilà. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, mais donc voilà. Donc nous on a accompagné 12 groupements. Tu as un peu de temps, t'inquiète pas. J'ai le temps. Ouais. Donc nous on a accompagné. Alors j'ai mis 11, mais on en a un 12e là qui vient de. Donc 12 groupements en tout, très divers et variés, sur tout le territoire de la région Rhône-Alpes. C'est un appel à candidature donc qui existe encore. On vient d'ailleurs, et je tiens à le préciser, de signer une convention de partenariat avec la FFB de Romardèche, qui va nous faire présenter notre accompagnement auprès de tous leurs adhérents, leurs 500 adhérents sur leur territoire, pour leur proposer justement d'être accompagnés dans le cadre de notre accompagnement.
On travaille étroitement aussi, parce que là je fais le focus sur la FFB qui est un des acteurs les plus avancés sur le sujet, mais évidemment avec tout un paquet d'autres partenaires, le syndicat des architectes, le syndicat des économistes, l'INTEC, le syndicat de l'ingénierie, le SINOV, et la CAPEB et les chambres de métiers. Voilà. Je vais laisser les questions, si vous avez des questions justement sur les groupements qu'on a accompagnés, parce qu'après sinon je peux vous en parler pendant 1 heure. Donc, Et merci, c'était très clair. J'imagine qu'il y a des questions peut-être ou directement des entreprises intéressées ou qui sont venues ici avec des questions précises à ce sujet. Non, mais c'est que j'ai été trop clair. Tu as été concis et clair. Ça veut dire, voilà. Ok, bon bah alors à ce moment-là, il est temps d'arriver au nerf de la guerre. Et on va avoir ici Monsieur Jean-Pierre Drus de la Banque Populaire qui va donc nous présenter une opération innovante qui se passe dans le pays voironnais. Et puis également nous apporter son point de vue de banquier sur la rénovation énergétique performante et peut-être répondre à une question qui nous taraude pas mal, c'est est-ce que les banques commencent à prendre en compte dans le reste à charge des maîtres d'ouvrage qui font des travaux l'augmentation du coût de l'énergie? Ou est-ce que c'est encore, c'est pas le cas, c'est trop compliqué, voilà. Donc je vous laisse répondre à tout ça, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je viens en tant que voisin puisque je représente la Banque Populaire des Alpes. Siège est à Grenoble. Donc la Banque Populaire des Alpes, très très rapidement, hein, c'est notre zone d'intervention, c'est la dorsale alpine, hein, depuis les agences les plus au sud, près de la Méditerranée, à Manosque, jusqu'à l'agence la plus au nord, Porte de Genève. Ça vous situe un peu la dorsale alpine. Donc ici, le Lyonnais, le Rhône, c'est la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais. Alors, juste avant de vous parler de ce prototype qu'on est en train de monter avec le pays voironnais, qui est pas très loin d'ici, je suis toujours très impressionné quand je vois des graphes qui parlent d'évolution de prix sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Ça m'impressionne toujours parce que je trouve que la vie économique d'aujourd'hui est extrêmement compliquée. Je l'ai jamais vue aussi compliquée qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Et faire des prévisions à très court terme, c'est déjà compliqué. Donc faire des prévisions à long terme, ça l'est, j'ose même pas imaginer. En tout cas, chapeau, ça donne ça donne une direction, mais franchement, il peut se passer tellement de choses. En tout cas, j'en profite pour tirer un coup de chapeau aux chefs d'entreprise qui sont dans la salle, parce que je trouve que faire le métier de chef d'entreprise au jour d'aujourd'hui, dans le domaine du bâtiment, c'est très compliqué et ça se simplifie pas au fur et à mesure que les législations s'enchaînent. Donc bravo à vous. Cela dit, effectivement, on s'est, nous, Banque Populaire des Alpes, préoccupés de l'efficacité énergétique il y a déjà quelques temps et on a bénéficié d'une opération intéressante qui était en fait le lancement d'un programme européen qui s'appelle ELENA. Le programme européen ELENA a pour objectif d'accompagner les territoires dans la zone euro qui se lancent dans des opérations d'efficacité énergétique, de rénovation, à condition qu'il y ait un partenariat entre une banque territoriale et une collectivité territoriale. L'objectif de l'Union européenne, c'est d'atteindre les 3 fois 20. Vous savez, 20% de consommation d'énergie en moins, 20% de gaz à effet de serre en moins et 20% d'énergie renouvelable en plus dans le mix énergétique. En fait, l'Europe a missionné une banque allemande qui s'appelle KfW, c'est l'équivalent de la Caisse des dépôts en France, pour rechercher en France qui seraient les banques les plus intéressées par participer à ce projet. Ils ont trouvé le groupe BPCE, il n'y avait pas d'autres banques. Hein. Donc le groupe BPCE, c'est BP pour Banque Populaire, CE pour Caisse d'épargne. Hein, c'est le groupe qui chapeaute en fait les deux réseaux, Banque Pop et Caisse d'épargne, qui sont aussi indépendants d'ailleurs que Peugeot peut l'être de Citroën, entre parenthèses. Et donc, nous, Banque Populaire des Alpes, on était très moteurs sur cette opération, puisqu'on a appelé nos Parisiens à la tête du groupe en leur disant, nous, on veut être la banque de référence et on veut bosser sur ce dossier parce que ça a du sens. Ça a du sens parce que quand on est une banque territoriale, on finance les particuliers, on finance les chefs d'entreprise. Et quand on a financé un particulier qu'on connaît bien pour sa résidence principale, pour sa résidence secondaire ou pour les résidences qu'il loue, on est préoccupé de savoir aussi, et quand on finance aussi beaucoup de jeunes ménages pour l'acquisition de leur premier appartement, ça nous préoccupe de savoir comment est-ce que nos clients vont gérer l'impact de la hausse des coûts de l'énergie d'une part, et d'autre part de l'impact de la hausse des charges, des taxes, qui viennent aussi se grever à cette augmentation du prix de l'énergie.
Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on soit proactif dans cette logique-là. Rester simplement à regarder ce qui se passe et puis à constater des défaillances, c'était pas acceptable. Donc on s'est dit qu'il était judicieux d'être un peu moteur et d'aller voir ce qu'on pouvait faire. Donc on est rentré dans le programme ELENA. Le programme ELENA dit simplement, si une collectivité territoriale met en place un OPATB ou un programme d'intérêt général énergie ou un plan climat dans le cadre d'un agenda 21, donc à destination non pas d'elle-même, non pas de son propre patrimoine, mais à destination des usagers de son territoire, et que vous, banques, vous accompagnez l'effort en mettant en place ce qu'il faut pour que vraiment ça soit une offre qui sorte de l'ordinaire et que ça booste en fait les efforts de la collectivité, alors la banque peut faire deux choses. D'une part, accorder des subventions à la collectivité territoriale, subventions qui viennent de l'Union européenne, subventions qui sont prises les subventions vont servir par exemple à payer des audits énergétiques. Elles vont servir par exemple à payer l'équipe d'animation qui va porter le projet, etc., etc. Et quant à la banque, elle peut se refinancer à des conditions d'accès à la liquidité très faciles. Et je peux vous le dire, au jour d'aujourd'hui, la liquidité, c'est un axe très fort pour les banques. Donc on s'est dit, ok, on y va. On a cherché une collectivité territoriale qui était partie prenante de ces réflexions, qui était un peu en avance aussi sur ces problématiques d'efficacité énergétique, et on a trouvé le Pays Voironnais. Pays Voironnais, 90 000 habitants, Voiron donc pour la ville la plus importante, qui avait déjà lancé un OPATB il y a quelques années en arrière, 2007-2011, et en 2011, il tirait les conclusions, et les conclusions c'était plutôt bien, mais un gros échec dans un domaine, c'est la copropriété privée. Or, on sait très bien que la copropriété privée, c'est l'axe fondamental sur lequel il va falloir travailler si on veut vraiment que la France soit efficace en matière de réduction des gaz à effet de serre, réduction de l'énergie, de la consommation énergétique, etc. Pour une banque, financer un particulier propriétaire de sa résidence principale pour faire des travaux d'efficacité énergétique, c'est pas un problème du tout. Et il n'y a pas de problème de liquidité, il n'y a pas de problème de financement. Condition, bien sûr, que la personne soit solvable. Mais ça, c'est évident. Par contre, pour une banque, financer une copropriété privée dans le cadre de travaux d'efficacité énergétique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a réfléchi, on s'est mis autour de la table avec des syndics privés, enfin des syndics bénévoles, des syndics professionnels, avec les équipes du Pays Voironnais. On a beaucoup travaillé avec l'ADEME également. On a été interviewé des copropriétaires, des jeunes, des moins jeunes. Bref, on a fait un gros travail de fond pour essayer de sortir quelque chose d'original. Et ce qu'on a sorti, alors c'est un prototype, les premières copros sont dans les starting blocks. Ce qu'on a sorti, c'est le schéma suivant. En fait, la banque fera un prêt. Donc on a signé une convention tripartite qui concerne la Banque Populaire des Alpes, la collectivité territoriale et l'ADEME. Puisque l'ADEME, c'est véritablement un acteur essentiel de ce partenariat. Et vous allez voir pourquoi après. Donc la banque va financer la copropriété privée qui va faire des travaux de rénovation thermique. Il faut savoir que le Pays Voironnais accorde jusqu'à 3 000 € par copropriétaire dans le cadre de travaux importants, puisque en fait ils accordent le maximum de l'aide, c'est 3 000 € par propriétaire, à condition que des travaux d'isolation thermique par l'extérieur soient votés. Ensuite, l'aide, elle est dégressive en fonction des types de travaux que la copropriété veut engager. Donc en fait, la banque va financer le copropriétaire, s'il le souhaite, à titre individuel, mais l'originalité, c'est qu'on a mis en place un financement du syndicat de copropriétaires. Donc en finançant le syndicat, on apporte une réponse aux propriétaires âgés qui disaient « moi ça sert à rien, ça m'intéresse pas à 70 ans ou à 65 ans de faire des travaux sur 10 ans ou sur 15 ans, parce que de toute façon, après moi le déluge, de toute façon je bénéficierai pas de cette avantage. Et puis de toute façon, j'ai pas envie d'aller piocher dans mon livret A pour faire les travaux, et puis faire un prêt à mon âge, ça n'est même pas la peine d'y penser. » Bon, le prêt fait à la copropriété, il n'y a pas d'assurance derrière, puisqu'on finance un syndicat de copropriétaires, et pas le copropriétaire lui-même. En 2012, la loi a évolué concernant le régime de fonctionnement des copropriétés. C'est une loi qui s'appelle la loi Warsmann, qui a été votée en mars 2012, avec un décret d'application en novembre, je crois. Et cette loi, elle dit la chose suivante. Elle dit, quand un syndicat veut emprunter,
il devra trouver une caution solidaire et indivisible. Cette caution devra être une banque ou un assureur. Pourquoi est-ce que la loi Warsmann est sortie? Puisque les copropriétaires, jusqu'à maintenant, disaient « Oula, moi faire un prêt, accepter un prêt au titre du syndicat, pas question, parce que je ne veux pas être responsable du fait que mon voisin ne paye pas sa quote-part. » Donc je dis non à tous ces systèmes de financement collectif. Mais la loi Warsmann a donc intégré cette dimension intéressante, et donc la banque, dans cette opération de financement de la copro, elle fait une chose qui est pas orthodoxe, mais bon, c'est un prototype, on va le faire. On fait le financement au syndicat et en même temps, on se porte caution vis-à-vis de ce même syndicat, comme quoi les choses vont bien aller jusqu'au bout normalement. C'est-à-dire que la banque est caution du propre prêt qu'elle réalise au syndicat. Alors comment ça c'est possible? C'est possible parce que on a mis en place une société de caution mutuelle qui s'appelle dans notre jargon la SOCAMI, c'est une société de caution Banque Pop. Et la société de caution mutuelle va apporter sa caution, donc va contre-garantir la responsabilité de la banque au titre du prêt et au titre de sa caution. Et comment elle le fait? Eh bien parce que la collectivité territoriale du Pays voironnais, par convention, récupérera les certificats d'économie d'énergie qui seront dégagés par copropriété du fait des travaux d'efficacité énergétique, les monétisera et les replacera à l'intérieur de la SOCAMI qui sera à son nom, d'accord? Et à la fin des prêts, à la fin des financements, elle récupérera l'intégralité des certificats d'économie d'énergie. Donc c'est par ce biais, en fait, qu'on contre-garantit le double risque porté par la banque, risque de non-remboursement du prêt d'une part, et risque d'être appelé à caution d'autre part. Ce qu'on a vu également, c'est qu'il était possible, puisque d'autres collectivités territoriales nous ont sollicité pour monter un projet semblable, l'autre possibilité, c'est ne pas mettre les certificats d'économie à l'intérieur de la SOCAMI, mais mettre une partie des subventions accordées par l'Union européenne. Et dans le cas du Pays voironnais, par exemple, les subventions de l'Union européenne, c'était simplement une cerise sur le gâteau, elles n'avaient pas du tout été intégrées dans le plan global de financement. Donc ça ne pose pas de difficulté de mettre tout ou partie de ces subventions à l'intérieur du véhicule de caution. Ce qu'on a fait également pour continuer sur cette lignée, c'est donc ça c'est le rôle de la banque, c'est former nos collaborateurs dans les agences. On commence d'ailleurs au mois de juillet et ça va se développer sur septembre et octobre. On les forme sur un bagage qui s'appelle sensibilisation à l'efficacité énergétique. Donc c'est une formation qui dure une journée et c'est un bagage qu'on a monté d'ailleurs en lien avec l'ADEME. C'est un vrai travail de partenariat et c'est une vraie originalité également. L'idée, c'est que les conseillers en agence, quand ils sont face à leurs clients, vous, moi, qu'ils puissent inciter le client à réfléchir aussi, à se poser des questions sur l'efficacité énergétique. Monsieur le client, on se connaît bien, ça fait depuis quelques années, on a financé votre appartement, on arrive bientôt en fin de prêt. Est-ce que vous vous posez des questions concernant la hausse des coûts de l'énergie? Est-ce que vous envisagez tôt ou tard de faire des travaux de rénovation thermique? Qu'est-ce que vous en pensez? L'idée, c'est que les conseillers en agence comprennent ce que c'est qu'une réglementation thermique, ce que c'est qu'un label, qu'est-ce que c'est que faire des travaux sans tuer le gisement, qu'est-ce que ça veut dire quand on a 15 000 euros, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme travaux, quand on a 30 000 euros, quel est le bouquet de travaux le plus intelligent, qu'est-ce que c'est que isoler plutôt que, parce que le réflexe français, c'est quand on veut faire des travaux d'efficacité énergétique, on change les fenêtres. Or, moi, j'ai appris, mais il n'y a pas tellement longtemps, que c'était pas la meilleure des choses à faire, bien au contraire. Il fallait se préoccuper d'isolation, il fallait se préoccuper de ventilation et plein d'autres choses. Donc c'est ça, cette gymnastique intellectuelle qu'on veut aussi faire comprendre à nos conseillers, et petit à petit, on essaye de leur faire intégrer cette logique, cette réflexion liée à l'efficacité énergétique. Donc voilà, d'un côté le financement des copros privés et de l'autre aussi l'accompagnement de nos collaborateurs vis-à-vis de leurs clients, qu'ils soient propriétaires ou qu'ils soient locataires également, pour intégrer cette logique de réflexion. Et en parallèle, on croit beaucoup aussi aux groupements de professionnels, aux plateformes de compétences, comme il a été dit avec Evireno. Je trouve que c'est une très belle expérience, et nous de notre côté aussi, on avance dans cette direction-là. Voilà, j'en dirai pas plus, on est bientôt en fin de soirée, vous avez très chaud, et puis quand c'est la banque qui passe, c'est pas toujours très sexy, donc je ne veux pas vous en rajouter plus. Sauf si vous avez des questions, bien sûr.
Merci, oui, peut-être quelques questions. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut de l'ingénierie financière pour réaliser des rénovations énergétiques performantes. Là, ici, ça prend tout son sens. On voit qu'il y a un beau montage réalisé. On verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il continue. Et il va continuer de plus belle, d'après ce que j'ai cru comprendre pour la prochaine période, pour la 3e période. Après, on verra. Il y a aussi les subventions de la communauté européenne qu'on peut intégrer dans ce cadre-là. On verra. En tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est que mieux vaut pas attendre des décisions nationales, mieux vaut pas attendre que l'idée nous vienne d'en haut. Il fallait au contraire prouver à Paris que les idées peuvent venir des territoires, elles peuvent venir des régions. Hein, et je pense que ça, c'est hyper important. Oui, à vous entendre, je comprends qu'une copropriété, si elle veut faire une rénovation et emprunter au titre de la copropriété, ne peut pas le faire si elle n'a pas l'appui d'un territoire qui va bénéficier de subventions européennes dans le cadre d'un programme particulier. Je peux pas dire, je peux pas généraliser à ce point. Elle peut le faire, mais tout va dépendre. Tout va dépendre s'il trouve une banque capable de faire le financement. Si la banque a envie de s'engager sur cette opération sans même passer par le programme ELENA, elle peut le faire. Pour nous, le programme ELENA était un moteur, parce qu'on n'a pas de problème de liquidité, de refinancement lié à cette opération. Elle va quand même avoir résoudre l'obligation de caution à travers la loi Westman. Je ne sais pas si c'est franchissable, ne serait-ce que ça, quoi. C'est une bonne question. Après, la banque peut imaginer aussi un propre système de cautionnement interne qu'elle peut mettre en place, ou se tourner vers des professionnels de la garantie, vers des assureurs. On peut imaginer plein de choses. C'est pas impossible, mais ça sera plus compliqué. C'est à construire, quoi, aujourd'hui. C'est à construire, oui. Il y a des copros qui font des rénovations thermiques performantes aujourd'hui. Ici, on a une démonstration pour faire ça en masse et de manière simplifiée. Pour les autres, c'est plus compliqué, mais ça se fait. Mais est-ce que c'est la copro qui emprunte ou chaque copropriétaire? La question est là, quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est chaque copropriétaire. Est-ce que c'est sûr et certain que si on trouve une solution au niveau de l'ensemble des copros pour qu'elles puissent emprunter, donc on va dire pour mutualiser les risques d'une certaine manière, quoi, ça va sacrément débloquer le marché de la rénovation. Alors, avec le Pays Voironnais, on a été visiter une copro qui est bientôt en train qui termine en fait ses travaux de rénovation. C'était d'immenses travaux de rénovation et on se trouvait tous devant les bâtiments avec l'architecte, on les regardait, il pleuvait, enfin bref. Il y avait l'archi, il y avait tous les corps de métier, et puis il y avait des copropriétaires qui étaient là, et des copropriétaires âgés, et qui m'ont dit, si à cette époque, ce que vous avez fait avec le Pays Voironnais avait été mis en place, on aurait été plus ambitieux dans les travaux, on aurait été plus loin. Parce que là, on s'est limité, parce que c'était notre argent perso qui était en jeu, et on n'a pas voulu taper trop dans le bas de laine. Mais si on avait pu, on serait passé par le prêt copro, parce que ça aurait été une charge verte, entre guillemets, supplémentaire, et pas un prêt, ce qui était différent, et on aurait pu étaler ça sur bien plus longtemps. Ce qu'on a intégré dans l'offre de prêt aussi, c'est que une fois que l'appartement est vendu, à ce moment-là, devant le notaire, on rembourse le prêt par anticipation, sans pénalité. L'acheteur. Oui, le vendeur. Le vendeur, pardon. Ouais. L'acheteur achète, le vendeur rembourse. Avec l'argent de l'acheteur. Eh bien, merci alors pour cette présentation également concise et claire. Donc, il est temps de conclure. Attends, juste avant la conclusion, je profite d'une remarque qui était faite juste avant le début de la réunion. On n'a pas oublié l'éco-PTZ dans cette opération. Parce que l'éco-PTZ, il faut y penser. Et je trouve que les banques sont trop frileuses, mais on les comprend. Il faut savoir que l'éco-PTZ, c'est extraordinairement compliqué pour une banque de le mettre en place, tout simplement parce qu'elles ne sont pas des professionnels du bâtiment. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez en mémoire le formulaire A et le formulaire B, type devis, type facture, mais c'est hyper complexe. Dès qu'il y a la moindre virgule, c'est une anomalie. Et les banques sont systématiquement contrôlées par le FGAS, le FGAS, pardon, qui vient contrôler la conformité de tous les documents. Et quand il y a la moindre erreur, c'est une amende. Donc, pardon ? Oui, c'est exact. Mais ce qu'on a considéré, c'est qu'il fallait, on ne peut pas passer à côté de l'éco-PTZ, on le garde, nous, Banque Populaire des Alpes, dans notre offre et on le met en avant. Parce que c'est fantastique. Enfin, l'éco-PTZ, on peut pas faire mieux pour un particulier. Il s'agit d'étaler sa dépense à taux zéro. Donc, dans le cadre du projet Pays Voironnais,
non seulement on met en place donc ce prêt au syndicat, mais on bosse aussi l'autre axe qui est comment faciliter l'obtention d'un éco-PTZ dans le cadre d'un financement, dans le cadre d'une opération globale, hein, avec des copropriétaires, parce qu'on sait aussi que le syndic, c'est très compliqué pour lui et il veut pas trop en entendre parler. Donc il faut qu'on l'aide. Comment faire? Avec le Pays Voironnais, ils ont missionné en fait une société privée dont je vais taire le nom, qui va être l'animateur en fait, qui va porter ce projet. Et j'ai bossé, lundi j'étais avec eux pour voir ce qu'ils pouvaient faire eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient prendre en charge pour faciliter la vie de la banque, du particulier qui veut faire son éco-PTZ et du syndic. Mais ça, il faut intégrer l'éco-PTZ. Voilà. Pour ce prêt-là, la durée max c'est 15. C'est 15, ouais. 30 000, 15 ans. Merci pour cette précision. Je pense que personne n'oubliera que les éco-PTZ, ça marche encore, parce qu'effectivement, on n'a rien inventé de mieux pour le particulier. Non. Donc on va conclure et donc on attend avec impatience l'éco-PTZ copro, dont on nous a sorti la loi, mais le décret d'application n'est jamais sorti. Merci. Comment ça marche alors cette affaire? Il faut appuyer sur la petite flèche droite pour avancer. D'accord. Voilà, juste un mot pour introduire cette petite conclusion. La rénovation énergétique, on voit que ça peut marcher. La question, c'est de se dire, il y a des gens qui sont réunis pour savoir si ça pouvait devenir obligatoire. Et donc, ici, on va nous livrer les conclusions de ce groupe de travail qui s'est réuni pour réfléchir à cette question. Bonsoir à tous. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Et donc, je vais essayer de vous présenter assez rapidement, vu l'heure et la chaleur, ce qui a été fait dernièrement donc sur ce groupe de travail. Dites-moi comment je peux faire bouger ce truc-là. Voilà. Alors, le groupe de travail, c'est en fait une commande de Philippe Pelletier du plan bâtiment durable. Le plan bâtiment durable, c'est un regroupement de l'ensemble de la filière liée à la construction, qui, sous l'égide à la fois du ministère du Logement et du ministère de l'écologie, a demandé à la filière de se structurer pour faire une remontée d'informations et des propositions liées à la mise en place de tout ce qui peut être lié au développement durable dans le bâtiment, puisqu'on sait que l'enjeu dans le bâtiment du développement durable est essentiel. Alors, groupe de travail pluridisciplinaire, c'est parce que c'est assez techno, hein. Il y a un comité stratégique, un bureau, une AG, mais en gros, le comité stratégique où j'ai l'honneur de représenter la fédération, on doit quand même être une bonne cinquantaine autour de la table, donc ça reste quand même quelque chose d'assez lourd, mais que dédié au bâtiment. Alors, concernant ce groupe de travail, c'est une commande qui a été faite au plan bâtiment par les deux ministres, en disant, on a vu qu'il y avait une obligation qui avait été portée au niveau des tertiaires. Or, rien n'avait été fait ou réfléchi, du moins de manière un peu plus précise, sur la partie, sur le gros morceau, hein, qui est la résidence personnelle, ce qui est tout ce qui est lié au logement. Et donc, on nous a demandé, dans un temps très réduit, d'essayer de faire une réflexion sur ce sujet pour que il puisse être transmis au débat sur le DNTE, sur le débat national sur la transition énergétique. Donc, dans 2 mois, il fallait essayer de voir et d'explorer toutes les pistes. Nous avons choisi un système très simple. 3 réunions simplement sur Paris où tout le monde était invité. Sur ces 3 réunions, on a eu à peu près à chaque fois 150 personnes qui venaient et des contributions écrites pour éviter un débat trop difficile à gérer, des contributions écrites sur un site où chacun donnait son avis à partir d'une matrice, quel que soit le type de logement, son avis sur des mesures qui seraient nécessaires à prendre ou à l'inverse des mesures qu'il faudrait absolument éviter de prendre. En gros, on a eu à peu près 1500 pages, 250 contributions, donc un gros boulot pour essayer de dépioter ça, avec une remise du rapport cette semaine à Pelletier et qui pourra donc le remettre au DNTE. Je le rappelle ici, puisque ça a été un sujet un peu de débat, l'idée c'est pas de donner des solutions, l'idée c'est pas de dire oui ou non à l'obligation de travaux pour le marché du logement, c'est de donner des pistes, les positions des uns et les autres, et encore une fois, c'est aux politiques de choisir et d'arbitrer. Nous étions là pour faire une étude, rassembler les avis, rassembler des points techniques, mais en aucun cas se substituer aux politiques ou avoir la prétention de le faire. De toute façon, on n'est pas toujours écouté lorsqu'on essaye de le faire. Donc,
l'idée c'était vraiment de pouvoir faire un état des lieux, voilà, chercher le terme, un état des lieux de ce qui était envisageable. Alors, conclusion, c'est que, j'y reviendrai à la fin, il n'y a pas eu d'accord sur le fait, notamment entre Raphaël Claustre et moi, sur le fait que une obligation de travaux était indispensable et nécessaire pour arriver. On en reparlera à la fin, mais par contre, on est arrivé à une conclusion commune sur des constats que je veux simplement rappeler très rapidement ici, des constats communs qui, je pense, seront partagés par tous. Chaque fois, on l'a fait avec les logiques des uns et des autres de manière assez honnête, enfin, me semble-t-il. Le premier constat, c'est que si rien n'est fait, et compte tenu de ce qui existe, l'objectif de moins 38% de consommation du parc existant et de 500 000 rénovations par an ne seront pas réalisés. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que dans l'état actuel, à la fois des réglementations, des aides ou des obligations, ce chiffre-là ne peut pas être atteint s'il n'y a pas un changement sur différents points. Pour arriver à atteindre le facteur 4, il faut avoir une vision à beaucoup plus long terme de l'état de notre parc qu'une vision parcellaire que nous avons actuellement. C'est-à-dire qu'on n'a pas réellement une photographie précise en France de l'état des parcs, quel que soit qu'ils soient en social, en privé, en individuel, en diffus ou en copropriété. Pourtant, si on veut atteindre cet objectif du facteur 4, très clairement, la rénovation du parc résidentiel, c'est la condition sine qua non. C'est ce que vous disiez tous ici, c'est quand même le gros du marché, et que si on s'attaque pas à ce marché-là, on peut raconter ce qu'on veut, les objectifs ne seront pas réalisés. Donc il y a bien une nécessité d'une rupture forte entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui doit être mis en place demain pour y arriver. Alors, c'est là où les entreprises interviennent. Parmi les adaptations qui sont indispensables pour l'obtenir, il faut réellement qu'il y ait une meilleure structuration de l'offre des entreprises. Et ça s'impose. Donc c'est un peu le sens des actions que nous avions fait que nous faisons avec FIBAT et la promotion du RGE, reconnu Grenelle de l'environnement, qui a été abordé par toi, Christophe, dans toutes ses composantes. Ce qui est sûr, c'est qu'une offre, elle doit toujours rencontrer une demande. Et donc, pour qu'il y ait la demande, il faut qu'on s'appuie sur des mesures qui soient stables, cohérentes et pérennes, ce qui est malheureusement pas le cas ces dernières années. On a vu 5 points lourds, 5 points techniques lourds qui étaient importants par rapport à cet état. Le premier, et qu'on partageait tous, c'est qu'il faut une politique incitative beaucoup plus lisible. Ça a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est de remettre à plat un certain nombre d'outils existants et de surtout les élargir. Alors parmi eux, il y a une relance de l'éco-PTZ qui paraît quelque chose d'indispensable. Juste un petit point quand même sur l'éco-PTZ. Vous avez eu l'honnêteté de le dire. Ce que l'on a pu constater, c'est que c'est vrai que le milieu bancaire qui a été retenu, évidemment, pour le diffuser. Le fait qu'il en soit responsable était un frein important à sa diffusion. Peu rémunérateur, un peu de risque, forcément, c'est quelque chose qui n'incite pas à le diffuser. Pour notre part, nous préconisons que ce soit les entreprises qui sont elles-mêmes formées au RGE puissent prendre en charge et certifier d'elles-mêmes que les documents qu'ils remplissent sont conformes. C'est-à-dire c'est une inversion de la responsabilité. On y reviendra tout à l'heure, mais ça me paraît quelque chose d'important pour que le réseau bancaire redistribue très très massivement cet éco-PTZ. C'est évident aussi, ça a été dit tout à l'heure, qu'il faut absolument que les CE soient quelque chose de pérennisé. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui semble être assez favorable et comme vous le savez, on est reparti sur une nouvelle période triennale, mais néanmoins 3 ans par rapport à la vie d'un bâtiment, c'est malheureusement un peu court. Autre point indispensable, c'est la réforme du DPE. On a bien vu tout à l'heure, par rapport, je crois même à votre réflexion, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs sur les DPE n'ont peut-être pas tout à fait la compétence et la reconnaissance qui est indispensable, en fait, que leur travail est incontesté. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait des progrès de fait au niveau du DPE, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul outil à peu près visible, accessible et compréhensible pour les clients. S'il n'est pas fiable, et il y a eu des reportages qui montraient évidemment que certains n'étaient pas tout à fait honnêtes dans ce domaine-là. Donc il faut vraiment, notamment lorsqu'il y a des aides publiques massives, qu'on ait un système d'audit qui aille au-delà du DPE pour tranquilliser les clients. Parce que si on ne tranquillise pas les clients, si on ne les rassure pas, le marché ne se développera pas. Ça, c'est une certitude.
Le troisième point, c'est aller beaucoup plus loin sur les obstacles juridiques. Vous parlez des copropriétés, c'est un des points importants, la copropriété. C'est aussi lorsqu'on fait de l'isolation par l'extérieur en façade sur les copros qu'on donne sur le domaine public. Eh ben, il nous faut bien nous mettre l'épaisseur et donc ça donne sur le domaine public. Comment ça se passe au niveau juridique? Et ça, c'est un des points qui bloque entre les copros, entre elles d'ailleurs. Donc ça, il faut vraiment le régler. Le quatrième point, très rapidement, c'est revenir un peu sur la RT, sur l'existant. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas non plus que, par exemple, on puisse imaginer un ravalement de façade sans que l'isolation puisse être faite en même temps qu'on fasse le ravalement. Ça paraît évident pour nous. Expliquer à certains caciques dans les ministères, je vous garantis que c'est un petit peu plus complexe. Le cinquième point qui trait où on a trouvé un accord là-dessus, et je pense que ça va vous intéresser, qui trait aux copropriétés, l'idée qui semble pouvoir être retenue, c'est de créer une sorte de fonds de réserve sur les grands travaux, et notamment ceux liés à la performance énergétique. C'est-à-dire que aujourd'hui, la mise en route des travaux dans les copropriétés est assez complexe. Et souvent, pour faire rentrer l'argent, c'est très compliqué. Nous, entrepreneurs, on le sait bien, parce que souvent, quelquefois, les travaux sont lancés, alors que l'ensemble des fonds et des financements ne sont pas là. Et en général, ceux qui portons et qui devons supporter surtout les retards de paiement, c'est nous. Donc là aussi, je pense que, à la fois pour qu'il n'y ait pas un choc financier trop important pour les copropriétaires et que les entreprises qui vont sur ce marché aient la garantie d'être payées, l'idée, c'est de créer une sorte de provision régulière chaque année d'un fonds qui pourrait déclencher une fois une somme atteinte. Mais ce fonds, pour là aussi soit clair, n'appartiendrait pas aux copropriétaires, mais serait, titré sur le bien, sur l'appartement. C'est-à-dire que le jour où le copropriétaire s'en va, cet argent reste. Cet argent reste pour que, au bout de 10, 12 ans, il y ait suffisamment d'argent pour lancer les travaux sur la copropriété. J'ai pas été aussi clair qu'un banquier, mais l'idée c'est d'arriver à provisionner un certain nombre de sous d'argent liés au bien lui-même et non pas au propriétaire du bien, pour que, quel que soit le propriétaire, pour répondre à la réponse de Jean-Paul, même si c'est quelqu'un de 80 ans et qui n'aura peut-être pas forcément le temps d'attendre les 15 ans de provision pour faire bénéficier son bien de la rénovation, ben là, ça resterait pour celui d'après. Et évidemment, le marché régulera la valeur du bien par rapport à la provision qui existe. Alors, vous voyez, il y a pas d'accord, mais il y a quand même plusieurs points un petit peu lourds que j'ai fait du truc, où on a quand même des pistes de réflexion. Alors, argument pour une obligation, il y en a eu pas mal. L'idée, c'était flécher, donc ceux qui sont pour une obligation de travaux, pure et dure, flécher les investissements des ménages vers la performance énergétique, c'est-à-dire être sûr que l'argent aille là. Minimiser les coûts, effectivement, pendant les étapes clés de la vie du bâtiment, en clair, c'est-à-dire lors d'une succession, lors d'une transaction, lors d'un changement de locataire. Donc je vous garantis qu'il y a des gens qui ont plein d'idées là-dessus. C'est étonnant les possibilités qu'il y a. C'est-à-dire qu'à un instant qui marque la vie, une transmission du bâtiment, dire boum, tu changes de propriétaire, obligation de travaux. Tu changes de locataire, obligation de travaux. Tu changes de destination, obligation de travaux. On y reviendra sur les contres. Une planification à long terme, c'est-à-dire ils disent s'il y a une obligation à une date précise, forcément en amont, petit à petit, les gens s'y prépareront et lanceront des travaux avant cette date fatidique. Voilà, c'est tirer le marché par des incitations à pousser vers une obligation. Certains disent 2020 c'est obligatoire. Maintenant les incitations de manière dégressive jusqu'en 2020 et ça devrait lancer le marché. Et enfin, le constat qui est également fait, c'est que sans obligation, les objectifs ne seront jamais atteints. Les contres, c'est de dire que les ménages, la capacité de financement des ménages n'est pas extensible, surtout dans ces périodes-là. Alors évidemment, on parle sur 15-20 ans, on espère que la crise actuelle ne durera pas 15 ans, mais néanmoins, c'est vrai que la capacité des ménages n'est pas extensible à souhait. Un temps de retour travaux trop long, tu l'as évoqué également et vous l'avez évoqué. La disproportion entre le coût des travaux et le prix de l'immobilier, c'est clair, quand vous habitez le 6e à Lyon ou au fin fond de la Creuse, les 30 000 euros dont on parle n'a pas tout à fait le même impact sur la valeur vénale du bâtiment. Donc on a même des situations où les travaux de rénovation sont presque supérieurs à la valeur du bien. Donc c'est dire au moment d'une succession de 40 000 euros, il y a 30 000 euros obligatoires de travaux, je crains que ça bloque un certain nombre de choses.
Difficulté à agir dans les copropriétés, j'en reviens pas. Respect du droit de la propriété, quelque chose d'important. Lorsqu'on parle d'obligation aux Français sur un bien qui leur est propre, ça pose un problème constitutionnel. Ça a été soulevé par un certain nombre d'avocats. Donc attention, puisqu'on ne parle pas de sécurité, puisqu'on a d'autres exemples où il y a des obligations. Je pense aux piscines, mais là il y a une obligation de sécurité, donc ça va au-delà du droit de la propriété. Et puis il y a également beaucoup d'autres obligations qui existent déjà, et que donc en rajouter une serait peut-être pas forcément bien lucide. Et enfin, ce qui est un argument fort, c'est de dire, vu le marché qui est aussi vaste qu'important, l'idée c'est que forcément les incitations s'arrêteront parce que les engagements publics, qu'ils soient des collectivités territoriales ou de l'État, ne suffiront pas à tenir ce marché, donc il y a un risque d'épuisement des incitations. Oh oh. Non, j'ai loupé, non? C'est où? Moi je suis maçon, je suis pas... Voilà. Voilà. Alors au niveau de notre fédération, c'est clair que pour nous l'obligation serait coûteuse et malheureusement peu efficace, même si au demeurant ça pouvait paraître miraculeux. Certains l'ont vu comme ça en disant obligation de travaux. Vive les travaux et allons-y. Le problème, c'est que malheureusement c'est pas aussi simple parce qu'il se pose toujours le problème de la solvabilité des ménages. Un élément aussi important, c'est le blocage du marché. Si par exemple vous avez un bien qui est loué, qui est pas en très très bon état, là encore, si la valeur du bien est faible et que les travaux à faire sont trop importants, il risque d'avoir un retrait de ce bien du marché locatif et malheureusement, ça risque d'être d'ailleurs ceux qui sont aujourd'hui dans des situations les plus difficiles, qui risquent d'avoir encore plus de difficultés à trouver des logements. Donc il faut être très prudent et surtout voir les études d'impact des mesures. Disproportion par rapport au marché, on l'a vu. Risque de travaux bâclés fait à minima, ça c'est une grosse crainte de la profession. Là encore, on prend l'exemple des piscines. Lorsqu'on a rendu obligatoire les travaux de mise en sécurité des piscines, qu'est-ce qui s'est passé? 85%, ça a été le petit flotteur au milieu qui valait 300 €, qui ne marche strictement pas, sauf en bassin vraiment test, mais par contre qui permettait aux gens d'avoir le label, en disant je me suis mis en sécurité, je suis conforme. Si on fait ça au niveau des travaux, ça serait une catastrophe, parce que des travaux mal faits seront des travaux définitivement mal faits et qu'on ne pourra pas souvent revenir derrière au bout de 10 ou 15 ans, et donc c'est de l'argent perdu. Donc attention aussi aux vendeurs de rêves s'il y a obligation et des travaux à minima. Oui, ça pour nous entrepreneurs, je crois que c'est important à comprendre. Ça a été dit d'ailleurs, je crois, par madame au niveau du monde HLM. Il y aura forcément, s'il y a obligation à tel endroit, il y aura forcément d'autres travaux qui ne seront pas faits. Et lorsque on fait cette démarche-là, vous le vivez, je pense aussi. Lorsqu'on dit à quelqu'un on va rénover votre bâtiment, si vous lui faites une belle façade mais vous lui changez pas la baignoire qui est écaillée, il n'y aura pas d'adhésion des locataires. Il y aura pas d'adhésion des propriétaires. Et donc, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'il n'y ait pas un transfert des travaux que sur cette partie-là. Et puis, par contre, le reste soit complètement abandonné parce que pour nous, ça ne fera pas de travaux en plus, j'allais dire en chiffre d'affaires, ni d'emplois supplémentaires. Donc là aussi, il faut faire les choses avec cohérence et sans doute prudence. Risque du retrait des marchés des biens immobiliers, c'est ce que je vous ai dit. Donc nous, très clairement, ce que l'on privilégie, c'est la voie de l'incitation, et non pas la voie, mais juste la voie de l'incitation. Et je crois que c'est par un effet d'entraînement que l'on arrivera à rendre ce marché mature, et qui expliquait que ça conduira à rendre et améliorer l'habitat des gens. Ça passe aussi par une pédagogie sur le problème qui sont liés à ça, sur les avantages économiques, comme vous l'avez très bien dit. Mais tout ça nécessite une pédagogie pour qu'il y ait une adhésion et non pas une contrainte. Si on rentre dans la contrainte, il y aura rejet. S'il y aura rejet, malheureusement, je crains qu'on n'y arrive pas. Donc, les formes d'incitation, elles sont vraiment à préciser. Pour notre part, fédération, je ne parle pas du groupe de travail, l'idée c'est peut-être se rattacher à un système de type bonus-malus sur les impôts, suivant effectivement le niveau de performance, je dis bien les impôts et non pas des droits de mutation ou autres, pour pas bloquer, avec un seuil variable dans le temps qui pourrait permettre une amélioration progressive du parc, c'est-à-dire que les incitations seraient de moins en moins fortes, entre guillemets.
C'est-à-dire, si vous rénovez rapidement, vous auriez une grosse économie d'impôt, et puis si vous attendez trop, cette économie d'impôt serait plus faible. Donc, on voit que ces travaux débouchent assez rapidement sur tout un tas de pistes, et surtout, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une étude des conséquences avant d'affirmer un certain nombre de choses. On veut absolument faire des études d'impact. C'est un marché trop important pour nos entreprises. Ça a des conséquences beaucoup trop importantes sur beaucoup d'opérateurs, notamment HLM. Il faut savoir que le monde de l'USH est contre l'obligation de travaux pour des raisons de moyens. Et puis, c'est sans doute là où c'est quelque chose d'essentiel et qu'il faut rappeler. Il faut vraiment que la demande soit aussi accompagnée par nos entreprises au niveau d'une offre qui soit cohérente, qui soit prête et qui soit responsable. Il faut savoir que ça date il y a 2 heures. Cécile Duflot a fait un communiqué pour annoncer que l'éco-conditionnalité serait applicable en France à partir du 1er juillet 2014. C'est une vraie avancée, et c'est pour nous l'aboutissement quand même d'un combat qui date depuis 2011. C'est quoi l'éco-conditionnalité? Sur ce terme-là encore très techno, c'est donner des avantages à ceux qui sont formés, à ceux qui connaissent le métier, et donc c'est quand même donner aussi une garantie à nos clients qu'ils auront des travaux de qualité. En clair, quelqu'un qui a fait FIBAT, qui a l'agrément donc Qualibat RGE, pourra directement valider ses devis, et son client bénéficiera automatiquement de l'éco-PTZ. Quelqu'un qui n'aura pas eu cette formation, qui n'aura pas le label RGE, ne pourra pas faire bénéficier ses clients de l'éco-PTZ directement, du moins, puisqu'il faudra qu'il aille chercher un tiers certificateur qui viendra valider que les travaux qu'il propose, donc ça pourrait être encore vous, mais surtout que les travaux qu'il a faits sont bien conformes, donc un surcoût pour le client. Donc naturellement, les clients iront vers les entreprises formées, vers les entreprises certifiées et qualifiées, qui leur permettra d'avoir à la fois l'éco-PTZ et à la fois le crédit d'impôt développement durable. Donc mes chers collègues entrepreneurs, artisans et autres, c'est tout ce qui sera aide publique, y compris, je pense, des collectivités territoriales, ne pourront être utilisés par les clients finaux que si les entreprises qui mettent en œuvre sont elles-mêmes RGE. Donc ça paraît rien, mais c'est essentiel, parce que ça veut dire qu'on a 1 an pour se préparer, pour être tous formés, avoir ce label, donc FIBAT, et qu'ils deviennent pros de la performance énergétique. C'est-à-dire que aujourd'hui, Rhône-Alpes est en avance par rapport à d'autres régions de France, mais en gros, je crois le chiffre, c'est 7500 entreprises en France qui sont plus ou moins RGE. Donc sur 300 et quelques mille. Donc c'est 700 000 artisans. Donc voyez un petit peu le boulot qui reste à faire. Mais là, c'est quand même le premier signe fort de l'État qui dit les gens formés, les gens qui sont qualifiés et labellisés, on va les aider à solvabiliser leurs clients. Donc c'est une vraie étape, c'est un vrai soulagement pour nous, et je pense que ça débloquera les éco-PTZ, parce que ça veut dire que nous, entreprise RGE, entreprise pro de la performance énergétique, nous serons à même de faire les dossiers pour les banques, enfin pour les clients, pour leurs banques, et que la banque n'aura pas à prendre de risques puisqu'il y aura le tampon RGE, donc elle n'aura qu'à monter techniquement le prêt, mais en tout cas à ne pas s'inquiéter en cas de contrôle du FIGAS, que ça puisse être retoqué. On peut pas demander à un banquier de contrôler un devis technique, c'est vrai, c'est pas leur métier. On leur demande de faire des prêts, par contre. Mais on leur demande pas de faire un contrôle technique, c'est à nous de le faire. De toute façon, on l'assume. Quand il y a un problème chez le client, celui qui assume, c'est l'artisan ou l'entrepreneur. Donc, autant aller au bout, on va se former à ça, on va donner la labellisation, et au moins, on débloquera les éco-PTZ qui sont un magnifique outil qu'on veut absolument développer encore plus avec l'aide de l'État. Et à ce moment-là, on va solvabiliser nos clients, donc solvabiliser un marché. Voilà, merci pour cette conclusion très riche. Et on va encore, et pour le scoop, peut-être profiter d'échanger encore un peu avant d'aller au cocktail pour qu'on puisse échanger de manière plus informelle. Mais bon, après tout ce que vous venez nous livrer, il y a peut-être des questions à la table, des remarques ou dans le public avant qu'on se rende au cocktail. Ouais, mais j'ai une question sur la position de la FFB vis-à-vis de l'objectif que vous avez cité de 500 000 rénovations par an. Aujourd'hui, cet objectif, la réponse jusqu'ici, c'était il faut faire de l'incitation.
Une des conclusions du groupe de travail, c'était si on ne fait rien, l'objectif sera loin d'être atteint. Donc j'en déduis qu'effectivement, il faudra monter le niveau des incitations. Je pense qu'il a échappé à personne que les finances publiques sont pas extensibles. Et ce que nous montre l'exemple d'autres pays voisins, l'Allemagne, qui est aussi dans une démarche d'incitation bien plus élevée qu'en France, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout à la maille de leurs objectifs non plus. Ils rénovent 1% de leur parc par an, ça leur prendra un siècle ou deux pour le rénover entièrement. Nous, il faut 40 ans. Donc effectivement, la rénovation, l'obligation de rénovation pose des questions, mais est-ce que l'incitation permet de résoudre d'atteindre cet objectif? Dans l'état actuel des choses, non. C'est très clair. Je rappelle juste que les 500 000 logements à rénover, c'est pas un objectif donné par la profession. C'est un objectif donné par le candidat François Hollande et confirmé par le président Hollande et ses deux ministres. 500 000 objectif 2017, ce qu'on n'avait pas tout à fait compris lors de la campagne, mais que là, ça qui a été précisé. Mais dans l'état actuel des incitations, le constat, il est partagé, c'est non. Alors c'est vrai que les finances publiques aujourd'hui sont ce qu'elles sont. Tout le monde a bien conscience qu'elles ne sont pas extensibles. Mais de dire, par rapport à cette situation budgétaire générale, on va en faire une obligation et ça devient le problème des ménages, c'est à mon sens tout aussi irresponsable. Parce que les ménages n'ont pas aujourd'hui le moyen de payer ces 500 000 logements non plus bruts, j'allais dire directement s'il n'y a pas d'aide. Donc c'est en ça que je crois il faut peut-être avoir aussi des pistes. Tout n'est pas binaire dans la vie. Par exemple, on peut imaginer des pistes d'obligation s'il y a des retours courts, calorifugage d'un certain nombre d'éléments et autres, ce qui a été la piste allemande d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait des obligations à terme sur ce qui permettait d'avoir un retour sur investissement entre 7 et 10 ans. Et par les études qu'ils faisaient, où ils ont une mobilité qui est pourtant un petit peu plus forte que chez nous, de voir que les gens, c'était à peu près le temps de présence au sein d'un même logement, et que donc là, on pouvait arriver à faire admettre que cet investissement, il pouvait avoir un retour pour eux sur leur consommation énergétique directe. Par contre, sur un certain nombre d'autres qui sont plus longs, très clairement, sur 40 ans, si vous mettez pas d'incitation, et si vous ne mettez pas, tant qu'on n'aura pas une green value, c'est-à-dire une valeur verte des biens, c'est-à-dire où le marché comprendra que une maison rénovée vaut plus et énergétiquement moins consommatrice aura plus de valeur qu'une qui l'est pas, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Le prix de l'immobilier, je reparle du 6e. Vous avez un appartement dans le 6e qui est une passoire énergétique par rapport à un magnifique appartement, même dans une belle ville qui s'appelle Bourgoin-Jallieu. J'ai l'impression que le prix dans le 6e sera un peu plus important. Parce que la valeur verte de l'appartement n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est reconnu en résidentiel, ce qui change en bureau. En bureau, c'est en train de changer. Mais dans le résidentiel, c'est pas encore le cas. Oui, mais ça va bloquer le marché. Parce que si vous lui dites à un moment, si vous voulez vendre votre bien, il faut qu'il soit rénové, par exemple. Il faut qu'il soit en classe, alors il faudra changer ça, mais en classe A ou B, il vendra pas. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est, il y a des bonnes idées, enfin, il y a des très bonnes idées et qui sont louables, et, enfin, pour moi, je vous dis sincèrement, ça a été très enrichissant, ces échanges-là. Par contre, le pragmatisme nous oblige chaque fois à voir le revers de la médaille, voilà. Et que ce qui serait pire aujourd'hui dans un pays qui a des problèmes de logement, aussi bien sociaux que privés, je crois qu'il faut faire attention non plus à pas figer un marché. On voit que des fois, quelques petites mesures fiscales arrivent à figer un marché. Si on tape fort dans le lourd comme ça au niveau de l'obligation de travaux, moi, je vous garantis que s'il n'y a pas en face les incitations qui permettent de trouver les financements et une rentabilité, allez, 10, 15 ans, on bloquera ce marché. Et on reviendra vite en arrière. Ce qui est terrible, c'est aussi ces va-et-vient permanents. C'est un coup on avance, un coup on recule. On parlait du tertiaire, on vote une belle loi, ça fait des mois qu'on attend un décret d'application. Comment voulez-vous qu'on soit crédible? Donc, il y a quand même, je pense qu'il faut pas mentir, il faut pas qu'on se mente. L'enjeu, il est important, il est partagé par tous.
Maintenant, il faut peut-être le faire de manière prudente, mais régulière, et surtout avec des points d'étape où on mesure l'impact réel d'une mesure qui a été prise. Quant à l'État, le retour sur investissement, à la fois pour nos entreprises, mais aussi pour les locataires ou les propriétaires, je pense que si le marché se redynamise, il aura aussi des droits d'enregistrement supplémentaires et aussi des taxes entre guillemets ou des valeurs supplémentaires qu'il pourra collecter. Eh bien, merci. Ce coup-ci, on va vous libérer. On va aller juste au cocktail à côté, poursuivre ces échanges pour tous ceux qui veulent poursuivre. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Le prochain rendez-vous, c'est le 10 octobre. On va parler d'énergie grise. Ça sera certainement sur Lyon. Vous recevrez des invitations. Merci à tous les participants d'être venus, d'avoir participé, d'avoir amené tous ces arguments avec vous, et à bientôt.